Parmi toutes ces étoiles qu'on peut observer dans la galaxie, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, ici, on fait un zoom, on dirait au hasard, mais ce n'est pas au hasard. Cette étoile-là, c'est un exemple d'étoile intéressante, RS Puppis ou RS de la Poupe, la constellation de la Poupe. C'est une étoile qui est très brillante et elle est variable, c'est-à-dire qu'elle pulse, mais pas aussi rapidement que ça. Sa période, c'est 41,5 jours, donc ça, c'est à l'accéléré. Alors, c'est une étoile qu'on appelle une étoile céphéide. Ces grosses étoiles, à la fin de leur vie, elles deviennent super grosses, elles gonflent, puis elles passent par une phase d'instabilité où elles pulsent. Et la première étoile qu'on a découverte de ce type-là, c'était Delta de Céphée. C'est pour ça qu'on les a appelés les céphéides. Alors, cette céphéide-là a une période de 41,5 jours, mais il y en a qui ont des périodes plus courtes, puis il y en a qui ont des périodes un petit peu plus longues. C'est quand même pas mal dans les records, 41,5 jours de période. Ça fait longtemps qu'on a découvert ces étoiles-là de type céphéide et on s'est rendu compte de quelque chose de fascinant. Donc là, je vous montre la distribution de toutes les étoiles céphéides qu'on connaît. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les céphéides dans le petit nuage de Magellan. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes à peu près à la même distance. Et quand on fait un graphique de leur intensité, donc l'intensité qu'on voit, visuelle, apparente, en fonction de leur période, on se rend compte qu'il y a comme une relation. Bon, c'est sûr qu'il y a différents types de céphéides, ça rend ça plus compliqué, dépendamment de leur spectre, on peut les identifier. On se rend compte que plus leur période est grande, donc plus ça prend de temps à pulser, plus elles sont intenses, plus elles paraissent lumineuses. Mais vu qu'elles sont à peu près toutes à la même distance, ça veut dire que réellement, elles sont plus lumineuses. Fait que là, la nature nous donne un cadeau. Il existe des étoiles dans l'univers qui pulsent, puis leur luminosité est reliée à leur période. Donc, en mesurant leur période, on est capable de savoir c'est quoi leur luminosité. Maintenant, vous allez dire, pourquoi c'est si intéressant que ça, savoir la luminosité? Et pensez-y, si vous connaissez la luminosité, la vraie puissance émise par l'étoile, puis si vous connaissez qu'est-ce qu'elle a l'air dans le ciel, l'intensité apparente, vous pouvez utiliser la relation que l'intensité, c'est la luminosité sur 4 pi r carré. C'est la même relation que pour le son. L'intensité du son, c'est la puissance de la source divisée par 4 pi r carré. Donc, vous pouvez, si vous connaissez les deux, si vous connaissez l'intensité, ça c'est facile, on la mesure, puis si vous connaissez la luminosité parce que c'est une céphéide, vous serez capable de trouver sa distance. Maintenant, pour que ça marche, il faut que, là actuellement, c'est juste l'intensité relative, il faudrait qu'on convertisse ça en vraie valeur de luminosité. Heureusement, on connaît des céphéides proches de nous, dont on connaît la parallaxe. Donc, on connaît déjà leur distance. Donc, on est capable de trouver leur vraie luminosité. Et à ce moment-là, on peut calibrer le graphique. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver que c'est approximatif, cette relation-là. Il y a des relations un petit peu plus précises qu'on utilise de manière professionnelle. L'exposant n'est pas tout à fait 1. Mais globalement, grosso modo, on peut dire que la luminosité d'une céphéide, c'est 400 fois sa période en jour. Donc, si vous avez une céphéide qui a une période de 10 jours, ben, ça veut dire qu'elle est 4000 fois la luminosité du Soleil. Elle est 4000 fois plus brillante. Elle émet 4000 fois plus de lumière que le Soleil. Et avec ça, vous pouvez déduire sa distance. L'exemple spectaculaire historique, c'est la nébuleuse d'Andromède. Dans un petit télescope, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'une étoile avec peut-être un nuage de gaz autour qui tourne, quasiment comme un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Quand on a eu des meilleurs télescopes, on s'est mis à voir un petit peu mieux. On s'est mis à voir que la nébuleuse d'Andromède, donc, avait cette forme-là ici. Puis il y a des gens qui se sont dit, la bande ici, ça ressemble à ce qu'on voit dans le ciel au complet. Est-ce que ça se pourrait que ça, ce soit une autre Voie lactée? Une autre galaxie? Voie lactée, galaxie, c'est la même racine. C'était encore un débat au début du 20e siècle. Et là, en 1924, Edwin Hubble, on a nommé le télescope spatial en son honneur, a découvert 12 céphéides dans la nébuleuse d'Andromède, mais en fait, il a renommé galaxie d'Andromède parce que les céphéides qu'il a trouvées dans la nébuleuse d'Andromède étaient tellement faibles en termes parce qu'elles sont très loin, qu'on les voyait à peine, mais elles avaient des pulsations quand même assez longues, donc on savait qu'elles étaient des étoiles très lumineuses. C'est comme ça qu'il a pu découvrir que cette nébuleuse-là, ce n'était pas une étoile avec du gaz, c'était quelque chose qui était 100 fois plus loin que le reste de ce qu'on voit dans la galaxie. Puis si c'est 100 fois plus loin, ben c'est que c'est une galaxie à part entière. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Aujourd'hui, on peut zoomer avec nos télescopes puis voir les étoiles individuelles
dans la galaxie Andromède. En passant, ce que vous voyez ici, les étoiles plus lumineuses, c'est des étoiles de notre galaxie. On voit à travers les étoiles de notre galaxie, puis on voit la galaxie Andromède. Ça a été quand même un moment important de l'histoire de l'humanité quand on a réalisé que tout ce qu'on voyait dans le ciel, sauf la petite tache dans Andromède, ce n'était pas tout l'univers, ça. C'était juste une galaxie parmi un nombre énorme de galaxies. Donc, il y avait Andromède. Mais là, la question, c'est combien il y en a de galaxies en tout? En passant, les nuages de Magellan, c'est comme des petites galaxies satellites de la nôtre. Mais notre voisine, qui est une galaxie à part entière comme la nôtre, une grosse galaxie, c'est vraiment la galaxie Andromède. Alors, si on se pose la question combien il y a de galaxies en tout, bien, on peut essayer d'observer avec nos meilleurs télescopes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une zone du ciel où il n'y a pas grand-chose de proche de spectaculaire, justement pour ne pas être interféré avec des objets proches. Et on a décidé de faire un zoom dessus avec le télescope Hubble, télescope spatial. Donc, regardez, on zoome loin, hein? On zoome longtemps, là. C'est vraiment, vraiment zoomé. Puis là, on prend une image, puis on laisse s'accumuler la lumière pendant 11 jours. Et là, on voit apparaître plein de petites taches de lumière ici. Bien, chacune de ces taches de lumière-là, c'est une galaxie comme la nôtre ou comme Andromède. Si on grossit ici, là, le champ profond de Hubble, vous voyez, donc on voit là des spirales, d'autres formes de galaxies. Bon, ça, c'est probablement une étoile dans notre galaxie. Donc, vous voyez, c'est quand même spectaculaire qu'en zoomant tellement, en prenant toute une petite partie du ciel, on fait apparaître des milliers de galaxies. En fait, dans le champ profond de Hubble, dans cette zone-là, il y a 10 000 galaxies qu'on a observées. Puis si on compare cette zone-là avec la pleine Lune, vous voyez, c'est incroyable. Fait qu'on a une zone du ciel comme ça, qui est 1/10 millionième. Ça prendrait 10 millions de zones comme ça pour couvrir le ciel au complet. Puis dans chacune, on voit 10 000 galaxies. Donc, ça veut dire que le total, c'est 10 000 fois 10 millions, c'est 100 milliards de galaxies. Puis chacune de ces galaxies contient 100 milliards d'étoiles en moyenne. Donc, ça fait 10 à la 22 étoiles dans l'univers, ce qui est plus que le nombre total de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. C'est absolument incroyable le nombre d'étoiles connues, là, si on tient compte de toutes les galaxies qu'on a observées. Donc, à quelle distance sont les galaxies? Maintenant qu'on sait qu'il y en a des milliards, on va commencer par des galaxies relativement rapprochées. Comme là, dans la constellation de la Vierge, on va faire juste un tout petit zoom. Vous voyez, c'est pas long, là. On a déjà fini. Okay? Là, on voit apparaître des galaxies là, très brillantes relativement à ce qu'on a vu dans le champ profond de Hubble. En particulier, cette galaxie-là, c'est M100, une jolie galaxie qu'on voit de face. Là. Dans M100, on est capable de voir des céphéides. On pouvait voir des céphéides dans la galaxie Andromède, mais dans M100 aussi. Alors, je vais vous montrer un exemple concret de calcul. Là. Comment on fait pour trouver la distance de M100 avec les céphéides? Alors, l'idée, c'est qu'on sait que si on mesure la période de la céphéide, on peut trouver sa luminosité. Puis, pour trouver l'intensité de la céphéide, on peut la mesurer. Bon, les astronomes mesurent l'intensité de manière bizarre, avec un système logarithmique, un peu comme les décibels. Mais c'est encore pire que les décibels parce que c'est un système où moins l'étoile est lumineuse, plus le chiffre est grand de magnitude. Fait qu'il y a un moins dans l'exposant. C'est un peu fou. C'est historique comme définition. Mais vu que ce n'est pas un cours d'astrophysique professionnel, c'est un cours de physique, on se dit, ben, si un astronome nous donne une magnitude, nous, on peut la remplacer dans la formule ici pour trouver la vraie intensité. Là. En physique, l'intensité, c'est des watts par mètre carré. Donc, on est capable comme ça, on connaît l'intensité de l'étoile, l'intensité moyenne, et avec la période, on peut trouver la luminosité, et on connaît que l'intensité, c'est la luminosité divisée par 4pi r carré, là. Mais ici, r, c'est la distance de l'étoile. Donc, on peut, si on connaît L et I, calculer la distance. Alors, par exemple, l'exemple ici d'une des céphéides qu'on a vu dans M100, sa période, c'est 50 jours. Ça prend 50 jours, ça augmente, ça diminue. Donc, ça veut dire que 400 fois 50, ça fait 20 000. Ça veut dire que cette étoile-là est réellement 20 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Puis, une luminosité solaire, c'est ça. Donc, on multiplie 20 000 par ça. Donc, on a notre luminosité en watts pour l'étoile. Puis maintenant, la magnitude de l'étoile, c'est 25. Quand on remplace dans la formule, ça nous donne l'intensité. 2,52 par 10 à la moins 18. C'est ça, c'est très, très faible. Mais on peut la mesurer avec un télescope comme Hubble. Et on remplace dans la formule pour trouver une distance en mètres qu'on peut convertir ensuite en années-lumière. Donc, 52 millions d'années-lumière.
Alors, est-ce que ça y est, on a la distance de la galaxie M100? Ben, c'est sûr que c'est à peu près, c'est approximatif. Les céphéides ne sont pas toutes exactement au même stade de leur évolution, donc il y a des petites variations. Donc, c'est mieux d'en avoir plusieurs, mais on a détecté plusieurs céphéides dans M100. Alors, je vous donne un exemple, une autre céphéide dans M100. Vous voyez, la période vaut plutôt 25 jours. Ce n'est pas la même échelle, vous voyez, là, ça a l'air plus 25 jours la période. Et la luminosité, donc la luminosité vaut juste 10 000 fois le Soleil. Et la magnitude, en moyenne, c'est 25,5. Donc, ça va donner une intensité qu'on peut calculer. On remplace dans la formule, on trouve 46,2. Alors, vous allez dire, ouais, ça ne marche pas tellement bien. Mais c'est normal. En astrophysique, les données qu'on prend, il y a toujours une certaine variabilité. En physique aussi, expérimentale, il y a des fois des grosses incertitudes. Mais en astrophysique, c'est vraiment typique d'avoir 10, 15, 20 % d'incertitude. Mais l'idée qu'on prend plusieurs céphéides dans M100 puis on fait une moyenne, on trouve à peu près 55 millions d'années-lumière. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver la distance par exemple, de M100. Alors là, vous allez dire, ben ça y est, on est sauvé, on peut trouver la distance de toutes les galaxies dans l'univers. Ben non, malheureusement, les céphéides, c'est des étoiles lumineuses, on les voit loin, mais il y a une limite. La limite actuelle, c'est la galaxie NGC 3370, dans le New General Catalog. À un moment donné, les galaxies ont juste des numéros comme ça, il y en a tellement. C'est la galaxie la plus lointaine qu'on a réussi à voir des céphéides. Vous voyez, de justesse, là, on est capable d'observer une céphéide en train de pulser dans la galaxie NGC 3370. Et ça a donné une distance d'à peu près 100 millions d'années-lumière. Alors, c'est la limite. Mais cette galaxie-là est quand même relativement proche. Ben, 100 millions d'années-lumière, c'est quand même 50 fois plus loin qu'Andromède. Mais vous voyez, hein, il y a plein de galaxies dans l'arrière-plan ici qui sont pas mal plus loin. Fait que, si on voit de justesse une céphéide pulsée dans NGC 3370, on n'a aucune chance de voir les céphéides dans ces galaxies-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trouver la distance de ces galaxies? Non, il y a quelque chose qui nous sauve. C'est vraiment un autre cadeau de la nature. C'est les supernovas de type 1A. Alors, il y a des étoiles qui explosent, on appelle ça des supernovas. Puis, il y a un type particulier de supernova, je vous l'explique dans quelques instants, qu'on appelle 1A et qu'on peut détecter dans plusieurs galaxies. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive quelques fois par siècle, par galaxie, qu'il y a une étoile dans la galaxie qui fait une supernova de type 1A. L'étoile devient aussi lumineuse que la galaxie au complet pendant quelques jours. Alors, je vous donne ces deux exemples ici, dont NGC 3370. C'est intéressant parce qu'on a déjà la distance de cette galaxie-là par les céphéides, puis là, on voit une supernova. Il y a plusieurs galaxies dont on connaissait déjà la distance, où on a observé des supernovas de type 1A. Et les supernovas de type 1A, bien, regardez, c'est ça qui se passe. Dans une supernova de type 1A, vous avez une naine blanche. Donc, c'est un cadavre stellaire qui est la matière dégénérée et qui reçoit de la matière. L'autre étoile envoie de la matière sur cette transfert de la matière à la naine blanche, puis éventuellement, la naine blanche explose et laisse une étoile à neutrons en arrière. Pourquoi on a une étoile géante puis une naine blanche? C'est que ça a commencé par deux étoiles ordinaires qui tournaient l'une autour de l'autre. Deux étoiles relativement grosses, donc elles ont évolué rapidement. Puis il y a une étoile qui est passée par les phases de sa vie puis qui est morte, mais une étoile qui n'était pas très grosse, donc elle est morte sous forme de naine blanche. Donc, une naine blanche, un soleil va finir en naine blanche, c'est à peu près la taille de la Terre et il n'y a plus d'atomes comme tels. Les électrons voyagent entre les noyaux, mais ne sont pas vraiment reliés à un noyau particulier. Et c'est les électrons qui se promènent entre les noyaux qui font la pression qui tient l'étoile ensemble. Mais il y a une limite à ça. Si la pression devient trop grande, les électrons sont forcés dans les noyaux. L'électron plus le proton devient un neutron, puis ça fait juste une grosse boule de neutrons, une étoile de neutrons. Et la limite, c'est 1,4 fois la masse du Soleil. Donc, si vous avez une étoile qui, à la fin de sa vie, a fait une naine blanche, je ne sais pas moi, de 1,3 ou 1,2 fois la masse du Soleil, mais que sa voisine, ensuite, à la fin de sa vie, en grossissant, transfère de la matière à la naine blanche peut dépasser la limite de 1,4, puis tout d'un coup, il y a une réaction catastrophique au centre, ça se transforme en neutrons, l'étoile s'effondre, puis toute l'étoile se transforme en une boule de neutrons, puis éjecte aussi une partie des couches extérieures, et ça explose. C'est ça une supernova de type 1A. Il existe des supernovas de type 2 où c'est juste une grosse étoile qui par elle-même explose. Mais les supernovas de type 2, vu qu'il y a des étoiles de différentes masses comme ça qui explosent, elles ont des luminosités différentes. Tandis qu'une supernova de type 1A, si vous avez suivi ce que je viens de dire, c'est logique qu'elles aient toutes à peu près la même luminosité. Parce que c'est toute la même situation. Peu importe les masses des étoiles, éventuellement, tu as une naine blanche qui est plus petite que la limite critique,
qui se fait accumuler de la matière jusqu'à qu'elle atteigne la limite critique puis qu'elle explose. Donc, à ce moment-là, c'est relativement standard comme phénomène. Et on a, parmi les supernovas 1A dont on connaissait déjà la distance par d'autres méthodes, on a réussi à figurer qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque de 4 milliards de fois la luminosité du Soleil à leur pic. Donc maintenant, quand vous voyez une supernova de type 1A dans une galaxie, vous pouvez prendre pour acquis que sa vraie luminosité, c'est 4 milliards de fois la luminosité du Soleil. Puis quand on compare avec l'intensité apparente, on est capable de trouver la distance. Et là, on est capable de faire ça pour des galaxies vraiment lointaines, parce que là, 4 milliards de luminosité solaire, ça se voit vraiment loin, à plusieurs milliards d'années-lumière.